Président Alain Cabaratz, bonjour. Alors vous avez été président de la deuxième chambre civile à la Cour de cassation, président de la chambre sociale et vous participez beaucoup à la formation des nouveaux magistrats de la Cour de cassation et vous avez beaucoup travaillé sur la question de la motivation depuis l'origine dans les groupes de travail. Alors sur le site de la JUCAF figure un de vos articles, une recherche que je vous avais demandé, à partir de la base francophone Juricaf, de la JUCAF, la base de données des 45 cours suprêmes qui alimentent Juricaf. Vous avez fait un article sur la motivation des décisions de justice vers laquelle on indique le lien. Est-ce que vous pouvez nous dire les principaux enseignements sur cette comparaison des jurisprudences des grandes cours de la francophonie en termes de motivation des décisions? Qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, ce qu'on constate lorsqu'on utilise la base de données Juricaf, qui est extrêmement riche, parce qu'il y a un nombre très important de décisions qui sont accessibles, et le moteur de recherche permet de cibler de manière très précise les recherches que l'on veut faire. On constate que beaucoup de décisions se rapportent à la question de la motivation. Et on peut faire un début d'enquête empirique sur les décisions de justice pour se rendre compte que dans de nombreuses régions du monde, la motivation est considérée comme une exigence essentielle pour les juges. Les juges doivent motiver leurs décisions, ils ne statuent pas de manière arbitraire, et aussi bien les textes internationaux, les textes européens, que les textes de chaque État prévoit très précisément l'obligation de motivation des décisions de justice. Donc ça, c'est un premier constat qui montre bien qu'il y a une valeur fondamentale commune à tous ces jugements, c'est que ce sont des jugements qui se prononcent et qui expliquent les faits, les preuves qui ont été retenues et les règles de droit qui ont été appliquées. Et alors, on constate également que, au-delà des règles techniques des codes, la motivation est conçue très souvent comme une exigence déontologique pour les magistrats. Les juges doivent montrer qu'ils ne se prononcent pas de manière arbitraire. Ils doivent expliquer aux justiciables et aux juristes pour les cours suprêmes les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'adopter telle ou telle solution. Et vous voyez apparaître dans certains recueils d'obligations déontologiques cette exigence de motivation conçue comme un devoir essentiel pour les juges. Alors après, on va trouver de grandes disparités dans la présentation des décisions de justice. Et c'est tout à fait normal. Chaque système juridique a sa propre manière de présenter les décisions de justice. Mais à cet égard-là, il y a quand même des constats assez intéressants qui peuvent être faits et qui peuvent inspirer d'ailleurs d'autres systèmes. Je prends l'exemple des décisions de la Cour suprême du Canada. Les décisions de la Cour suprême du Canada sont extrêmement détaillées. On trouve un exposé très précis des données du litige, des moyens et des prétentions des parties, du contexte législatif qui doit être connu, des règles de droit qui sont applicables et des raisons finalement pour lesquelles les juges vont se prononcer dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qui est aussi intéressant dans ces décisions, c'est de voir apparaître les opinions concordantes et les opinions dissidentes. Et ça, c'est une question qu'on évoque par exemple assez régulièrement en France, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'il est intéressant d'avoir un système dans lequel on fait apparaître, au moins pour les décisions de la Cour suprême, les opinions concordantes et les opinions dissidentes?
Dans de très nombreuses régions du monde, en particulier dans l'espace judiciaire francophone, on trouve un peu partout des décisions de justice, même des cours suprêmes des États, qui sont très détaillées. J'ai cité dans mon article un certain nombre d'exemples de la Cour de cassation de Tunisie, de la Cour suprême du Bénin, de la Cour de cassation du Liban, du tribunal fédéral suisse, et de la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie. Bon, on trouve, et il y en a évidemment beaucoup d'autres, beaucoup de décisions qui donnent des motivations très détaillées. D'autres se rattachent plus à la tradition juridique que nous avons connue en France jusqu'en 2019, de présentation très synthétique des décisions de leur Cour suprême. Et puis, on voit aussi apparaître dans certaines décisions des particularités de présentation. Vous avez des décisions qui sont rédigées avec ce qu'on appelle les attendus, d'autres qui sont rédigées en style direct. Vous avez des décisions, et j'ai relevé par exemple une décision de la Cour de cassation de Belgique qui comporte des titres, des sous-titres pour chacune des parties examinées. Donc on voit que la forme, la présentation des décisions de justice peut varier de manière très substantielle d'une région à l'autre, mais il y a dans tous ces modèles de décision de justice des exemples qui peuvent servir à faire évoluer les systèmes. Et c'est le cas d'ailleurs de ce qui s'est passé pour la France. Merci d'avoir résumé effectivement plus d'1 million de décisions de jurisprudence extrêmement différentes avec un moteur de recherche important. Il y a sans doute une différence entre les pays dont vous parlez, le Canada, qui est un système de common law avec la motivation, voir ce qui se passe au sein de la Cour européenne des droits de l'homme et donc les décisions des cours sur lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme a autorité, puis les autres. C'est-à-dire les cours, par exemple, sur un même ensemble géographique, les cours d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, etc. Est-ce que vous avez vu des différences assez fortes entre ces grands espaces géographiques et culturels ? Il y a des différences très fortes dans la mesure où dans les décisions, par exemple, de la Cour suprême du Canada, on voit apparaître une manière d'exposer les données des litiges et les raisons retenues par la juridiction pour justifier sa décision, qui n'ont rien à voir avec les modes de raisonnement des cours comme celles qui existent en Afrique ou dans certains pays européens, où on a plus tendance à utiliser le raisonnement par syllogisme. Alors, pour la Cour de cassation française, vous avez participé dès l'origine, en 2014, à cette réflexion sur la motivation, la présentation. Est-ce que vous pouvez resituer un petit peu l'histoire et l'aboutissement de ces dernières années, au bout de 7 ans? Est-ce qu'il y a vraiment une transformation, une évolution? Quelle méthode pour les cours qui voudraient évoluer? Alors, il y a une transformation très importante dans la présentation des décisions de la Cour de cassation. Le travail a été engagé à l'origine par le premier président Louvel, qui a constitué un groupe de travail présidé par le président Jean-Paul Jean. Et dès 2014, on a commencé à travailler sur les problématiques de présentation des décisions de la Cour de cassation et de développement de la motivation. Pourquoi ? Parce que les décisions de la Cour de cassation française font l'objet depuis très longtemps de critiques récurrentes sur leur hermétisme, sur leur trop grand présentation synthétique qui ne permet pas de percevoir la signification réelle et la portée exacte des décisions rendues. Alors pendant très longtemps, ces critiques n'ont donné lieu à aucune évolution dans la présentation des arrêts de la Cour de cassation, mais lorsque le travail de réflexion a été engagé en 2014, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une forme de
consensus au sein de la Cour de cassation pour évoluer. Et le travail a pris du temps, a donné lieu à l'établissement d'un rapport au mois d'avril 2017 qui présentait un certain nombre de préconisations, de changements de présentation et de contenu des décisions. Ce travail s'est poursuivi et a été approfondi à partir de l'année 2017 pour aboutir à partir du mois d'octobre 2019 à une présentation systématique et complètement différente des décisions. Et la première présidente actuelle de la Cour de cassation a tout à fait entériné cette manière de faire qui est maintenant parfaitement ancrée dans les pratiques de la Cour de cassation. Merci d'avoir resitué cette évolution. Alors la réflexion de la JUCAF dans des cours suprêmes, c'est en fin de compte d'infuser un peu et de diffuser cette réflexion sur la motivation, mais aussi réfléchir sur les modes de délibérer. On va terminer, puisque ça va être aussi le but de ce séminaire, de réfléchir sur les modes de délibérer pour bien préparer les décisions de justice et les faire comprendre par les justiciables, bien les expliquer. Alors vous remarquerez en regardant les décisions actuelles de la Cour de cassation que déjà formellement, elles ne se présentent plus du tout de la même manière, dans la mesure où nous avons abandonné la phrase unique, abandonné les attendus, nous rédigeons par paragraphe avec des titres et des sous-titres pour expliquer exactement quelles sont les différentes parties de la décision, les faits, la procédure, les moyens des parties, la réponse de la Cour. Donc maintenant, dans la présentation formelle, il y a une volonté d'être beaucoup plus clair. Et ce qui est très important, c'est que la Cour de cassation a décidé, dans un certain nombre d'affaires, dans ses affaires les plus importantes, de développer les motivations. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter, comme elle le faisait traditionnellement, d'affirmer les principes de droit qu'elle retient, maintenant, dans les affaires qui sont identifiées comme importantes, la Cour de cassation développe les raisons juridiques pour lesquelles on va adopter telle solution de droit. Et je crois que c'est très important comme évolution et ça peut inspirer ceux qui souhaitent modifier leur manière de faire, dans la mesure où on se rend compte aujourd'hui qu'on a un devoir d'explication beaucoup plus clairement affirmé qu'auparavant. Il faut que les justiciables et leurs conseils sachent exactement quelles sont les raisons pour lesquelles on a choisi d'adopter tel principe de droit plutôt que tel autre. Je crois que c'est une exigence tout à fait essentielle et le travail qui a été entrepris à la Cour de cassation a pris du temps. Et il a fallu quand même 4 ans pour faire en sorte que on ait bien d'abord l'assurance qu'il y a une adhésion de l'ensemble des magistrats de la Cour à ce processus, mettre au point les conditions dans lesquelles les décisions vont être présentées maintenant. Et c'est un travail qui se poursuit dans la mesure où il y a des améliorations qui doivent encore être apportées. Mais je crois que si on arrive à fédérer les magistrats de la Cour de cassation sur ce genre de projet, eh bien, on peut améliorer très sensiblement la qualité de nos décisions. Merci, Président Lacabra. J'espère que nos collègues des cours suprêmes francophones auront le plaisir de venir à Paris aussi échanger avec vous. Oui, et c'est l'occasion pour moi de saluer tous les collègues que je peux connaître à la Cour suprême de Dakar. Et je me réjouis qu'ils puissent avoir cette rencontre enfin en présentiel, au moins pour certains des participants. Je crois que vous connaissez très bien le premier président Camara et le premier président Koulibaly, que nous saluons cette occasion. Merci.